Si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assises-parité.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bienvenue aux Assises de la parité si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Donc, sommes-nous devenus tous des produits que l'on peut ou que l'on doit marketer? Parce que c'est vrai que vous savez, si les sociétés depuis très longtemps avaient des stratégies de marque qui étaient claires, en fait celle-ci devient de plus en plus personnelle et je dirais tend à s'incarner dans la personne du CEO, de l'employé modèle ou même du candidat. Et par quel biais? Les réseaux sociaux. Et oui, toujours les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'entre syndrome de l'imposteur, environnement professionnel qui peut être ultra contrôlé, et même parfois cyberharcèlement, communiquer n'est pas quelque chose qui est évident, qui est accessible pour tout le monde, peut-être même encore plus lorsqu'on est une femme, on en parlera. Alors, que dire, que faire, à quel prix? Eh bien, c'est les questions qu'on va se poser à l'occasion de cette table ronde. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Marie Ambrook, qui est chasseuse de tête, fondatrice du cabinet Atorus Exécutive, Delphine Bordier, qui est manager de transition en Legal Operations, fondatrice aussi du podcast Tout droit, tout simple, et le commandant David Sanson, qui est, entre autres, responsable de recrutement pour la Marine nationale. Est-ce que C'est exactement ça. C'est exact? Très bien. Bon, déjà, peut-être, comment allez-vous? Très bien, Arthur. Parfait. Parfaitement bien. Parfait. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va parler aujourd'hui du personal branding, de la marque personnelle, mais peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pourriez peut-être rapidement définir ce que c'est que cette notion du personal branding? Oui, alors moi je pense que déjà, c'est une notion qui vient du marketing, tout le monde le sait, mais en français on parle aussi du marketing de soi. Pour moi, le marketing de soi ou le personal branding, c'est vraiment en fait se démarquer et montrer qui on est. Donc c'est se rendre visible. Ça peut être se rendre visible dans une entreprise ou à l'extérieur. Parce que Marie, par exemple, ça va être plutôt des candidats qui vont essayer de se rendre visibles par rapport à un chasseur de tête. Un candidat, ça va être vis-à-vis peut-être de son employeur, ou employeur. Donc, à un moment donné de sa carrière, on a tous plus ou moins besoin de se marketer et de faire du personal branding. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, le meilleur moyen de prendre sa carrière en main, en fait, c'est de le faire soi-même. Et donc, c'est de faire du marketing de soi. Parce que personne ne le fera à votre place. Ça, c'est un peu le message que je veux faire passer, c'est que personne ne le fera à votre place. Merci. Là, je vais faire du coup une transition toute trouvée avec Marie, parce que du coup, donc, toi, tu es chasseuse de tête, donc tu es parfaitement en fait, au fait des exigences d'entreprise. Est-ce que pour toi, travailler sa marque personnelle, c'est quelque chose qui permet d'accélérer sa carrière entreprise? Est-ce qu'il y a un certain mindset qu'on doit avoir aujourd'hui dans sa carrière? Est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'on doit développer? Ce qui est une évidence, c'est qu'en 2022, on ne pilote plus sa carrière comme il y a 10 ans, et même comme avant le Covid. Ce qu'on peut voir comme vraie évolution de fond, c'est qu'on a été dans un temps où on pilotait toujours, on était tout le temps, on avait le même poste au même endroit et on avait le même job, on évoluait au sein d'une même entreprise. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les cycles de carrière ne sont plus les mêmes, ils sont beaucoup plus courts et les candidats sont amenés à évoluer dans plusieurs entreprises au sein de leur carrière et parfois vont faire plusieurs postes dans une même carrière. Donc la conséquence de cette évolution et de ces cycles qui sont de plus en plus courts emmène les candidats à être beaucoup plus acteurs, comme le disait Delphine, de leur carrière. Et dans un temps auparavant, on pouvait rester entre guillemets chez soi en pantoufles et en se disant « le chasseur de tête va venir vers moi ». Aujourd'hui, la recommandation qu'on peut donner aux candidats, c'est d'être acteur, être actif et bien gérer leur communication pour se faire connaître de tous les acteurs, notamment des chasseurs de tête. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à travailler pour ça?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est pas naturel, ça ne s'apprend pas à l'école, mais la très très bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et déjà, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la question. Et donc, pour moi, la compétence de la communication, savoir communiquer, pour certaines personnes, c'est plus facile, pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, très simplement, ma recommandation, c'est de faire la méthode des petits pas et de commencer à faire des petites communications et progressivement continuer à s'interroger sur comment je peux améliorer ma communication et progressivement, par une méthode de test and learn, faire évoluer sa communication. Super. Et du coup, toi Delphine, tu as créé un podcast. Oui. Tout droit. Tout simple. Tout simple, très simplement. Voilà. Et, sur les métiers du droit. Exactement, à destination des juristes d'entreprise. Oui. Et est-ce que pour toi, avoir une bonne marque personnelle, c'est quelque chose qui peut aider dans le cadre du développement d'un business? Est-ce que ça t'a aidé peut-être dans le développement, toi, de ton business? Moi je suis convaincue que en fait, développer sa marque personnelle, en fait, c'est un enclencheur d'opportunités professionnelles. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous donner du business tout de suite. Mais d'abord, ça s'acquiert, hein, ça se fait pas, ça se fait sur quand même un peu long terme. Mais surtout, c'est vraiment un créateur d'opportunités. C'est un peu ce que Marie dit, c'est plus vous faites et plus ça crée aussi des opportunités professionnelles. Moi, quand j'ai commencé effectivement le podcast, j'allais chercher des invités, dont Marie d'ailleurs, merci. Et donc, on fait venir des invités, voilà. Mais au fur et à mesure que vous créez votre marque, les gens, ils viennent à vous, en fait. Et donc, les opportunités, elles viennent à vous. Donc, oui, c'est vraiment un enclencheur, pour moi, d'opportunités professionnelles et c'est assez puissant. Mais ça ne se fait pas, effectivement, en 2 minutes. Il y a des méthodes, il faut trouver les bons canaux de communication, il faut trouver aussi ses mots, son ton. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème à apprendre. Moi, j'ai appris aussi à faire tout ça. Enfin, je ne connaissais pas ce monde-là. Donc, voilà, c'est un tout, mais rien n'est insurmontable, hein. Vraiment. Donc, et du coup, pourquoi le podcast pour toi? Alors moi, c'était vraiment un moyen de partager un projet qui me tenait à cœur, c'était de communiquer sur les métiers du droit. J'en ai exercé 2 au départ, donc avocat et juriste, et puis directrice juridique. Et en fait, j'avais envie de partager aux juristes, mais aussi aux étudiants, en fait, tous les métiers du droit qui s'offrent à eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose. On n'en parlait pas tellement. Enfin, même à la fac, finalement... on parle du métier d'avocat, de magistrat et très peu des autres métiers. Et c'est comme ça que c'est venu. Et je me suis dit, un moyen pour toucher le plus de monde. Alors, au début, j'ai fait ça par des articles. Et puis après, j'ai évolué avec d'autres moyens de communication, dont le podcast. Et du coup, vous, commandant Sanson, donc vous êtes dans l'armée. Dans la Marine nationale, oui. Dans la Marine nationale, tout à fait. Donc, un environnement qui est quand même très contrôlé, avec un devoir de réserve pour des questions, je me semble assez évidentes, de sécurité nationale. Et c'est vrai qu'en France, je trouve, par rapport aux États-Unis, on n'a pas la culture du super soldat. On n'a pas de Chris Kyle, on n'a pas de Captain America ou Top Gun en ce moment. Est-ce que pour vous, la communication externe de la part des militaires, enfin externe ou interne d'ailleurs, c'est quelque chose qui est possible, qui est souhaitable? Est-ce que ça a un intérêt? Mais c'est vrai que je pense aussi, mais on n'est pas dans l'armée, mais je pense à Thomas Pesquet, qui est dans un environnement, lui, pour le coup, qui est aussi institutionnel, étatique, qui communique. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre tout ça? Déjà, il y a un devoir de réserve, mais c'est par rapport au fond, finalement, mais il n'y a pas un devoir de réserve sur l'expression, bien au contraire. Le chef d'état-major des armées incite les militaires à s'exprimer de quelque manière que ce soit, d'ailleurs en écrivant des livres, en participant à des articles ou des opérations comme celle-ci. Donc ce n'est pas du tout interdit, bien au contraire. Après, il est évident que la mise en avant, il faut qu'elle soit prudente et ne pas se faire reconnaître, enfin du moins pas donner ses coordonnées pour des raisons de sécurité, mais au contraire, les militaires ont tout intérêt en fait, à expliquer ce qu'ils font, parce que pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont au service, ils sont là ils sont au service des Français, au service de la protection des intérêts des Français, et par conséquent, il me semble raisonnable et sain qu'ils en fassent part. Et c'est la raison pour laquelle nous, le personal branding sur mon compte LinkedIn, c'est pas vraiment le mien en fait. Je suis là pour l'institution que je représente. Et c'est ça que j'essaye de mettre en avant, en fait. C'est plutôt intégré à la politique de marketing, plutôt que ma propre politique de marketing. Je ne fais pas le personal branding pour moi-même, finalement, même si ça me sert, bien évidemment. Mais ce n'est pas l'objectif numéro 1.
Moi, l'objectif numéro 1, c'est de mettre en avant la marque employeur de la Marine nationale, dont je suis le porte-parole. Et je me sers de ces outils de communication pour ça. En fait, c'est un peu comme les deux corps du roi. Il y a la fonction et l'homme. Mais je crois que quand on avait préparé l'émission, je crois que tu avais évoqué la question de la patrouille de France avec leur compte Instagram, c'est ça, qui avait pas, je crois que c'était, qui avait a priori sur leur compte Instagram, la patrouille de France. Ils changent, en fait, ils se font tourner les pages, c'est ça ? Comme une marque, ça leur appartient pas finalement. Ouais. Effectivement, le Atos Leader, qui est le numéro 1 de la patrouille de France, en fait, il garde son compte pendant l'année dans laquelle il a ce poste-là. Et le jour où il quitte ses fonctions, il le transmet. En même temps que son badge, il le transfère au suivant. Et l'idée, c'est parce que c'est pas, encore une fois, c'est l'image, c'est pas la sienne, c'est celle de la patrouille de France. C'est pas l'homme, mais c'est l'institution. Et du coup, à l'armée, vous avez la marine, excusez-moi, vous avez des formations donc, sur ces techniques de communication Alors, il y a quelques formations spécifiques ou génériques en école qu'on apprend quand on est tout petit et qu'on oublie très vite. Et je pense que la meilleure manière de s'entraîner, c'est de faire. C'est ce que disait Marie. On y va progressivement. On publie un article, on le commente, et puis après, on progresse, on s'intéresse à d'autres choses. Et voilà, et c'est comme ça que ça se fait petit à petit. Ouais. Et de manière un petit peu plus générale, pour vous, comment mettre en place une stratégie de communication qui est efficace, et notamment dans des environnements qui sont très contrôlés. Là, on parlait de la Marine nationale, mais en fait, dans une grosse entreprise ou dans des secteurs qui sont sous tension, ça peut être parfois un petit peu compliqué de communiquer. On peut se dire en tant que salarié, est-ce que j'ai le droit de dire ça, de faire ça, etc. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter ? Déjà, je pense que la première question qu'il faut se poser quand on souhaite mettre en place une stratégie de communication, c'est quel est l'objectif ? Quel est votre objectif ? Est-ce que c'est vous faire connaître, par exemple, comme on le disait, en tant que personne, ou est-ce que votre objectif, c'est de faire monter la marque de votre entreprise ? Donc déjà, une fois qu'on a défini cet objectif, ensuite on met en place un plan et une stratégie qui sera efficace. Et alors là, si le point est de communiquer sur vous-même, vous êtes candidat, vous cherchez à évoluer en interne ou en externe, vous n'allez pas communiquer de la même manière que si c'est pour faire communiquer la marque. Donc si c'est pour vous-même, il faut vous mettre des plans d'action sur qu'est-ce que moi j'ai réussi, est-ce que je veux mettre en avant par exemple mon côté manager. Dans ce cas-là, si j'ai un prix en tant que top rank en tant qu'entreprise, c'est ça que je vais mettre en avant, si c'est ce point-là que je vais mettre en avant. À l'inverse, si c'est vous en tant que technicien d'une matière, technicien du droit, technicien de la finance, peut-être aller plus commenter des articles en ce sens. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment partir de l'objectif pour ensuite définir la stratégie à mettre en place. Oui, moi je suis d'accord avec Marie, complètement d'accord. Et je rebondis sur ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut aussi, ça veut dire aussi se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître ses forces, ses faiblesses, là où on est plus à l'aise sur un canal qu'un autre, par exemple. Enfin, si on n'aime pas faire de la vidéo, on va peut-être pas se mettre à faire du YouTube directement. Si on est plus à l'aise à l'écrit, commencer à faire des articles ou à commenter. Donc, il y a quand même aussi, au départ, une introspection à faire sur soi, parce qu'il y a aussi la notion de plaisir. Enfin, si vous n'avez aucun plaisir à faire ça, ça va être compliqué de communiquer quelque chose qui est positif et agréable. Donc, il faut quand même y prendre du plaisir. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est vrai. Donc ça, c'est important, c'est de se connaître et apporter quelque chose, effectivement, une valeur ajoutée, mais en y prenant du plaisir. Et donc, pour y prendre du plaisir, il faut savoir, effectivement, ses objectifs. Et surtout, oui, je pense que le message, c'est... essayer de trouver aussi des thèmes qui vous sont chers. Enfin, tout le monde n'a pas forcément une création d'entreprise à faire ou j'en sais rien, mais vous avez forcément des thèmes de prédilection. Tout le monde a une histoire à raconter. Donc, il faut trouver ces thèmes-là, vos forces, et ensuite trouver les canaux qui vous vont le mieux. C'est vrai qu'en parlant de canaux, et pas les canaux de la Marine nationale, pas de canaux chez nous. Pas de canaux. La mer et les océans. C'est plus large. Et excusez-moi. En parlant de canaux, c'est vrai que maintenant il y a le choix. Il y a beaucoup de canaux possibles entre TikTok, Instagram, LinkedIn. Et c'est pas du tout ou YouTube. Comment on arbitre le choix ?
Pour moi, c'est encore une fois votre stratégie. Si on revient sur le début du film, c'est qu'est-ce que je veux faire et à qui est ma cible, à qui je m'adresse. Si effectivement vous adressez à une population plus junior, plus jeune, ce sera plutôt des TikTok, d'Instagram. Ne me regarde pas comme ça, je sais ce que c'est. Si c'est des plus seniors, ce sera plus évidemment des LinkedIn, des canaux plus traditionnels. Et encore une fois, c'est vraiment partir de l'objectif, de la cible et aussi du ton que vous voulez adapter en fonction du message que vous voulez faire passer. Sur un message plus institutionnel, évidemment, on ne communiquera pas de la manière que si c'est plus pour un loisir. Après, c'est difficile aussi d'être partout. Hein. Enfin, moi, je sais que j'avais créé une chaîne YouTube. Ce n'était pas forcément le canal qui me plaisait le plus. J'ai essayé, j'ai fait des petites infographies. Et voilà, aujourd'hui, je garde le podcast sur YouTube, mais je ne fais pas plus que ça. Donc, on peut aussi adapter sa stratégie si on voit vraiment que... Mais par contre, ce qu'on ne peut pas adapter, c'est son message. Enfin, il faut être clair Totalement. au début. Donc, voilà. Et du coup, c'est exactement pareil, en fait. Lorsqu'on fait de la communication, je parle bien pour l'institution et pas pour soi-même. Hein. Pour l'institution, il faut revenir au point de départ. Qu'est-ce qu'on veut dire et pourquoi surtout. Et nous, on est quand même une institution un peu cadrée, donc il faut aussi avoir une légitimité pour le faire. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi et se revendiquer porte-parole de la Marine nationale. Donc c'est la limite, en fait, elle est là. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens dont c'est pas le métier, mais qui contribuent en expliquant ce qu'ils font. Je prends l'exemple d'un aviateur, un pilote de Rafale Marine, qui est très connu sur les réseaux, et il publie beaucoup d'images. Et il n'est pas institutionnel pour le coup, il n'est pas communicant de la Marine, mais il publie tellement d'images, il raconte tellement d'histoires magnifiques qu'en fait, indirectement, il travaille aussi pour la Marine nationale, dans l'explication de nos missions. Donc voilà, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue effectivement quel est l'objectif à atteindre, parce que c'est un moyen qui répond à une stratégie, donc ça ne doit pas être fait au petit bonheur à la chance, ni comme on a envie, ni parce qu'on a une affinité particulière pour un réseau social, ça ne veut pas dire qu'il est utile pour l'entreprise ou l'organisme. Donc il faut bien réfléchir à la stratégie, se rapprocher aussi des professionnels de l'organisme pour voir si on n'est pas dans les ayants droit, on va dire. Si on participe à cette communication, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit bien pensé pour que l'effet produit serve la cause. Si c'est pour faire un effet produit qui soit désastreux, ça ne sert pas la cause. Surtout en ce qui concerne l'État. Et maintenant, du coup, cette question plus personnelle, on va revenir sur vos parcours, parce que c'est vrai que votre point commun, en fait, c'est que vous avez tous plus ou moins vécu des reconversions professionnelles. Tu as été avocate, directrice juridique, tu as été avocate aussi. Toi, vous, à l'armée, vous avez eu l'occasion de faire, enfin à la marine, excusez-moi, vous avez eu l'occasion d'évoluer dans vos fonctions. Et est-ce qu'il y a une communication particulière à adopter pour switcher de projet? Parce que c'est vrai qu'on est identifié en fait comme étant sachant de telle expertise, de tel domaine d'activité. Et donc forcément, lorsqu'on a une volonté de reconversion, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette démarche en ce moment, il faut se remarketer, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a une bonne manière en fait, de capitaliser sur ces compétences acquises dans le cadre d'un nouveau projet? Et je pense que cette question peut être aussi intéressante pour le commandant Sanson, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de militaires, de marins, qui se réorientent après leur passage au sein de la marine. Oui, alors c'est mon cas en fait, parce que là je suis le porte-parole de la marque employeur depuis 3 ans. Donc là je suis bien rodé, j'ai tout mon réseau en place. Et le 1er septembre, je change de fonction. Donc mon successeur, lui, il va falloir qu'il endosse le rôle, et dont celui-ci, de porte-parole de la marque employeur de la Marine nationale. Et ne l'étant plus, moi personnellement, évidemment, mon profil LinkedIn, il va évoluer. Donc déjà, je vais indiquer que je change de fonction, et même d'environnement de travail complet. Mais pour autant, je ne disparais pas. Je reste un marin qui expliquera à nouveau ce que fait la marine, toujours avec l'idée de ce qu'elle fait, qu'elle est au service des Français. Donc en fait, le fond ne change pas, mais pour mon cas personnel, oui, ça change énormément, compte tenu des fonctions. Et pour les marins qui veulent partir dans le privé, parce que je crois que j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de formations à la Marine nationale. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ça? Est-ce que vous préparez des reconversions éventuelles sur certaines compétences? Alors, en fait, la reconversion pour les marins, elle se prépare dès le départ, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est formé
lorsqu'on rentre dans la marine, on commence par une école. 100% des marins sont formés dès qu'ils arrivent dans la marine. Et après, ils sont formés tout au long de la carrière. Donc, on ne rentre dans la marine que quand on est jeune. Donc, on ne peut pas rentrer, si je cherche un commandant de sous-marin, je ne le trouverai pas à Pôle emploi, par exemple. Donc, on est les seuls à être capables de générer ces compétences. Et par conséquent, pour générer des compétences, il faut former les gens. Donc, en fait, nous sommes des formateurs de marins tout au long de leur carrière. Et ce qui fait qu'à la fois en changeant de métier ou d'affectation très régulièrement, si on ajoute à cela les formations, eh bien, au bout de 15 ans, 20 ans ou plus de vie professionnelle de marin, vous êtes super employable, c'est très clair. Et les marins le savent d'ailleurs. Alors après, ceux qui se plaisent dans la marine et restent dans la marine, ce qui est mon cas, mais je pourrais très bien décider de partir et faire valoir tout ce que j'ai fait. Ça, c'est tout à fait envisageable et c'est même une force. Très bien. Et du coup, Delphine, est-ce que tu veux compléter par rapport à la reconversion ? Oui, alors moi, c'était plus un repositionnement. Alors, effectivement, j'ai créé un podcast, moi, quand j'ai eu des intermissions de management de transition. Donc, j'en ai profité pour me former, en fait. J'ai créé ce podcast. Mais effectivement, aujourd'hui, après avoir été avocate puis directrice juridique, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire des missions en legal operation. Donc, c'est pas une reconversion, parce que je reste quand même beaucoup dans le domaine juridique, mais c'est quand même un repositionnement assez important, on va dire. Et effectivement, pour ça, il faut le faire savoir, en fait. Parce que, encore une fois, personne ne va le faire à votre place. Si vous ne le dites pas, même les recruteurs. Moi, je connais quelques recruteurs, dont Marie, et je lui ai fait savoir. Elle ne peut pas deviner qu'aujourd'hui, je cherche des missions en legal operations si je ne lui dis pas. Elle a mon CV en tant que directrice juridique, elle ne peut pas le savoir. Donc, et effectivement, pour ça, je vais me servir du marketing, entre guillemets, parce que je vais pouvoir, je ne sais pas, écrire des articles sur ce sujet, être interrogée, aller au débat du cercle, et puis hop, il y a une petite interview qui se passe et expliquer ce métier qui est nouveau, qui est émergent. Donc tout ça, c'est une communication qui est sur, alors pas le long terme, mais en tout cas sur le moyen terme, et faire savoir au bout d'un moment, vous devenez entre guillemets un expert du sujet. Et donc, on va penser à vous. Mais si vous ne le faites jamais savoir, ça ne peut pas marcher. Donc, pour moi, c'est ça, c'est se servir de ses compétences passées et aussi faire savoir. Parce que, comme Marie l'a dit, les hard skills, les compétences techniques qu'on a tous, aujourd'hui, elles ne suffisent plus, en fait, sur le CV. Donc, il faut aussi des soft skills, mais il faut aussi faire savoir ce qu'on est et ce qu'on fait. Si on a un objectif derrière, on n'est pas obligé forcément de le faire, ce n'est pas une obligation. On peut ne pas avoir d'objectif maintenant et en avoir besoin après. Exactement, donc, parce que c'est pour ça que je dis on en a forcément un moment besoin dans sa carrière. Donc pour moi, c'est un booster de carrière en fait. Et du coup, l'œil du recrutement et de la spécialiste en gestion de carrière Sur la reconversion, je vais revenir un tout petit peu sur mon cas. Donc moi, je commence en tant qu'avocate. Et rapidement, je me dis, je veux faire quelque chose qui se rapproche plus avec mes valeurs humaines. Et je veux partir dans la notion d'aider les gens et partir dans le recrutement. Donc là, je pars dans le métier de recruteur sur les fonctions RH et juridiques. Et à un moment, je me dis, et si je créais mon cabinet ? Et c'est là où, quand vous créez votre cabinet, j'avais un profil un peu, pas introverti, mais j'avais peur de communiquer, j'avais peur de... Bon, je crée mon cabinet sur fonds propres, j'ai 0 € et je me dis, la première chose qu'il va falloir faire, c'est communiquer. Et là, il y a un petit mouvement de panique qui se dit, mais je communique où ? Comment je vais faire ? À qui ? À qui ? Et quoi ? Et quoi ? Et voilà, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens ? Qui, quoi, comment ? Voilà, je vais me coucher. Exactement, et c'était un vrai sujet. Ouais. Et surtout, combien ? Parce que cette histoire coûte cher. Et le premier réflexe, ça a été de me dire, je vais appeler la presse, parce que c'est assez cohérent de se dire, je vais appeler la presse et ce sera un bon canal de communication. Sauf qu'en vrai... Erreur. Alors, erreur ou pas, ça dépend du moyen, parce que, encore une fois, moi, j'avais pas de moyens. Presse. Voilà, la presse peut être un accélérateur dans ma communication, sauf que dans mon cas précis, j'étais sur fonds propres et je n'avais pas cet argent pour pouvoir m'offrir des... Non, mais ça t'a permis en fait après. Ouais, et ce qui est assez cool dans l'histoire, c'est que je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'ose pas parler de moi, j'ai peur, peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, et je me dis, ça va être compliqué là, le dossier, mais comme l'a dit Delphine, il y a un moment, il va falloir se faire connaître, parce que moi, toute seule dans mon bureau, comme ça, en train d'attendre des dossiers, ça va pas marcher. Et donc, dans mon cas, j'ai commencé par faire des petites citations. Donc, tous les lundis matin, je fais une citation sur LinkedIn. C'est un canal que j'ai choisi. J'en ai essayé plusieurs et je me suis rendu compte que celui sur lequel
j'ai le plus d'auditoires, en tout cas qualifiés, c'est sur LinkedIn. Et j'ai commencé cette récurrence tous les lundis matins où j'ai fait une petite citation qui a fait des buzz, etc. Et ça m'a emmené du monde et ça fait connaître ma marque. Ensuite, j'ai pu passer les messages qui m'intéressaient de fond sur le recrutement, sur les problématiques de diversité, sur des problématiques d'inclusion et autres. Et ce canal de communication, et pourtant au début, j'avais vraiment peur d'y aller. Progressivement, j'ai réussi à trouver des gens bienveillants. J'ai fait des connaissances, notamment, ça peut être ton cas, où on a pu échanger. Et progressivement, ça m'a permis d'augmenter ma notoriété. Et exactement comme Delphine, ça m'a permis d'être un peu à un endroit où on s'est dit, voilà, Marion Brooks, sur le recrutement, sur les fonctions RH et juridiques, elle connaît, elle maîtrise ce sujet. Et ça m'a permis de faire augmenter ma marque, la marque de la boîte à Taurus exécutive. Et je ne dirais pas que c'est ça ne m'a pas coûté de l'argent, ce n'était pas gratuit, parce que ça exige un temps, ça exige beaucoup d'énergie, mais qui pour moi était super gratifiant parce que j'ai pu apprendre plein de choses. Et ensuite, en deuxième temps, c'est là où ça a été assez drôle, c'est la presse qui est venue à moi pour justement m'interroger sur une question spécifique. Mais l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que ça a été en multicanal et ça s'est fait progressivement. Donc pour revenir à ce que disait Delphine, en tous les cas, sur la question de la reconversion et liée à la communication, le point que moi j'aimerais que les gens retiennent, c'est oser et n'ayez pas peur, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un petit syndrome de l'imposteur quand on veut se reconvertir, parce que tu as été pendant 5, 6, 10 ans dans un domaine, tu veux faire quelque chose qui est complètement différent. Enfin, pas complètement. Oui, quand c'est complètement différent, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais comment tu te dis, tiens, allez, je veux imprégner ma nouvelle marque sur tel domaine? Après, moi, je pense aussi que... il faut, encore une fois, se connaître, j'insiste là-dessus, et puis savoir où communiquer. On ne va pas communiquer de la même façon sur LinkedIn. Si vous connaissez votre cible et que vous savez quel est votre objectif, je ne sais pas, si c'est en interne, évoluer en interne, peut-être que faire partie du comité de newsletter qui fait la newsletter interne, ça va vous permettre de monter. Ce n'est pas du tout le même objectif que si vous cherchez un boulot dans un domaine très différent. Donc ça, il faut vraiment l'identifier clairement. Moi, je pense que c'est vraiment la clé, en fait. C'est vraiment ça. Le point que tu évoquais est intéressant sur la partie évoluer en interne. Peut-être que, Marie, tu peux apporter un éclairage dessus, parce que c'est vrai que dans une entreprise, forcément, par la force des choses, on peut avoir envie de gravir les échelons, peut-être plus vite que d'autres. Est-ce que la communication externe peut aider à gravir les étapes en interne? Si oui, comment? Alors, je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Quand vous prenez un joueur de foot, PSG, OM, qui vous voulez, quand il marque un but, qu'est-ce qu'il fait? Le type, il prend son t-shirt, hop, il le passe au-dessus de sa tête et il fait le tour du terrain. Ok, ça c'est une demande de communication quand même. Nous, en entreprise, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Pourquoi pas Mais ce qui est intéressant, c'est on a un stade de l'évolution de l'entreprise où savoir faire, c'est très bien. Le faire savoir, c'est aussi très important. Alors, à chacun de trouver son mode de communication. Je ne dis pas à tous les juristes et à tous les DRH qui nous écoutent de mettre leur t-shirt sur la tête et de courir dans les open space. Ce n'est pas là le débat. Mais c'est plus de se dire comment je fais pour faire connaître mes réussites. Et ça, c'est important de le faire savoir, parce qu'au moment où les gens me disent souvent « mais moi, comment je fais pour négocier ma rémunération, mon augmentation de rémunération à la fin de l'année ?» Eh bien, ce n'est pas le jour de la réunion que ça se négocie. Ça se négocie bien en amont, ça se négocie tout au long de l'année, ça se prépare, en fait, même ça ne se négocie pas, ça se prépare, où tout au long de l'année, on va faire passer des messages, en disant « voilà, au début de l'année, vous m'avez fixé tel et tel objectif, ok, ça, je l'ai mis en place, ça, je l'ai mis en place. » Je le fais et je le fais savoir également. En fait, c'est peut-être à toi d'être maître de tes KPIs. Exactement. Comme le disait Delphine, il faut être maître de son jeu et pas avoir peur de le dire, mais encore de manière stratégique et intelligente. Mais c'est important de le faire, parce qu'il y a un syndrome, tu parlais de l'imposteur. Moi, il y a un syndrome que j'ai appris dans ma carrière, et peut-être certaines femmes vont s'y retrouver, c'est ce que j'appelle le syndrome de la libellule.
il y a des gens qui... Oui, alors attends, tu vas voir. Il y a des gens, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Je pensais que quand j'allais réussir un truc, et que j'allais un peu briller comme une libellule, et que tout le monde allait le voir, tu vois, genre tout le monde allait dire « Ah, Marie, elle a réussi ». Et en fait, ça marche pas du tout. Ça, c'est un truc de fille qui se... C'est un leurre, bien sûr. Et en fait, ça ne marche pas. En fait, non, mais je suis complètement en accord avec Marie. Et en fait, beaucoup de personnes se disent « Si je réussis, ça va se voir ». En fait, non, parce que pour beaucoup, si tu réussis, c'est juste que tu as été aux objectifs, c'est bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire j'ai été aux objectifs, mais voilà, peut-être que là, j'ai surperformé. Et le faire savoir, c'est là où c'est important. En fait, c'est à vous de prendre en main aussi votre carrière et de se dire, il faut lui donner, votre travail, effectivement, il faut lui donner la résonance et la visibilité qu'il mérite. Mais encore, encore faut-il... et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Moi, je sais que ça a été aussi compliqué et ça se fait... sur le long terme, mais c'est vrai que personne ne le fera pour vous. Donc, Le conseil de mon père, quand j'ai commencé à travailler, c'était 50% faire, 50% faire savoir. Mais c'était un conseil d'un vieux de la vieille. Et c'est vrai qu'en parlant du coup de cette partie syndrome de l'imposteur, c'est vrai que je constate sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, en fait, que les hommes sont parfois plus visibles que les femmes. Ils ont peut-être... En tout cas, il semblerait, moi c'est mon ressenti, qu'ils aient plus de facilité à s'exprimer, à communiquer, à donner leur point de vue, à capitaliser sur des succès, peut-être même parfois à surcapitaliser sur des succès. Et pour vous, en fait, déjà est-ce que vous le constatez et à quoi peut tenir cette différence de comportement? Est-ce que les femmes n'osent pas? Ou est-ce que vous auriez peut-être éventuellement des conseils à donner à la gente féminine? Je ne sais pas s'il y en a moins, mais je pense qu'effectivement, il y a plus, en tout cas, de femmes, je pense, qui ressentent ce syndrome de libellule ou imposteur, je ne sais pas. La luciole. Voilà, la luciole, oui. C'est luciole, pas libellule. Voilà. Luciole, je pense qu'effectivement... C'est pas grave. On a compris l'idée. Le syndrome du pangolin. Mais ça, c'est vrai. Je pense que c'est plutôt des études qui montrent ça. Enfin, après, je pense que... Enfin, oui, à un moment donné, il faut quand même oser. Mais c'est vrai, moi je le constate quand même, je l'ai constaté en entreprise et même en cabinet, les femmes ont plus tendance à remettre toujours en cause ce qu'elles font et surtout ne pas se mettre en avant quand elles ont porté un projet, par exemple. Alors, je ne parle pas des réseaux sociaux, moi. Je parle même en entreprise. C'est-à-dire qu'elles font un super travail, c'est normal, elles ne vont rien dire. Alors que le collègue à côté, peut-être masculin, va dire bon, voilà, moi j'ai fait ça. Il va réussir plus à le montrer. Donc forcément, faire savoir, on y revient. Moi, je sais que quand je fais un truc, j'aime le montrer à la terre entière. Voilà, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très féminin, je pense. Maintenant, encore une fois, comme dit Marie, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend aussi. Enfin, moi, je crois beaucoup à la méthode aussi des petits pas, c'est-à-dire qu'on peut commencer très modestement. Mais vraiment, ça peut être même commenter de manière très efficace un article ou voilà, vous commencez comme ça sur LinkedIn ou ensuite on vous repère parce que vous avez fait une remarque super intéressante. Ça peut vraiment être des petits pas qui sont très bénéfiques. Mais effectivement, à un moment donné, il faut oser. Alors après, moi je suis pas certain que de communiquer et surcommuniquer sur ses exploits, ce soit une bonne idée forcément. Et qu'au contraire, il y a des personnes qui sont plus discrètes sur leurs résultats. Mais après, ça dépend de quel management, dans quel management on est intégré. Et de l'entreprise. Et de l'entreprise. Mais je parle pour la marine, pour le coup, c'est pas parce qu'on a fait un exploit professionnel qu'on a besoin de le faire savoir. Le management et le commandement de la marine, il est là justement pour conduire des missions. Et c'est à lui de reconnaître qui a réalisé un exploit professionnel ou une très belle réussite professionnelle. Et là, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec le sexe. Que ce soit un homme ou une femme, pour nous, n'a aucune importance. C'est lié, je pense, à l'environnement aussi spécifique de la marine nationale. Peut-être, mais après, moi, je suis spectateur comme vous des publications sur LinkedIn. Et parfois, je trouve qu'il y a des publications sur des exploits qui consistent simplement à un passage au grade supérieur ou qui n'apportent absolument rien, qui sont creuses en fait. Donc c'est pour ça que... Oui, non mais ce qui est important, communiquer pour communiquer. Voilà, ça, et on revient à ce qu'on disait au départ, ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer, l'objectif que l'on vise. Et bien maîtriser l'effet qu'on va produire. Et c'est pas toujours bien fait. Je comprends.
Et c'est ni masculin ni féminin pour le coup. Alors après, sur est-ce qu'il y a une communication différente entre les hommes, les femmes, il y a aussi une question de génération. Ce que je peux constater à mon petit niveau, et notamment sur la question de la rémunération, je le vois bien, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à communiquer sur la rémunération et certaines, ou notamment les femmes entre 45 et 55 ans, qui ont beaucoup plus de mal à aborder cette question. Mais je vois bien aussi un effet de génération. Les nouvelles générations ne se posent pas c'est pas un sujet. Donc il y a ça aussi, je pense, sur les réseaux. Ce qu'on se disait tout à l'heure en préparant l'intervention, on le voit bien, il y a certaines personnes, est-ce que c'est féminin ou pas, ça franchement, je ne saurais pas dire, qui ont un peu plus de mal à les communiquer, est-ce que c'est dans leur éducation ou autre, pas savoir, et d'autres qui ne se posent pas du tout la question. Après, et encore une fois, moi j'insiste aussi sur ce point de quel est l'objectif qu'on veut faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise communication. Qu'est-ce qu'on veut dire, quel est notre objectif et qui on va atteindre, c'est ça qui va être important. Si pour une personne, alors là pour le coup il y a certains, par exemple nous dans notre contexte, quand on change de poste, c'est important de le communiquer parce que c'est un marqueur fort chez nous. En tout cas, quelqu'un qui va changer d'entreprise, quelqu'un qui va évoluer de grade, ma recommandation en tant que chasseur de tête, c'est communiquer sur cet élément parce que ça va vous faire évoluer directement de statut. Quelqu'un qui passe de juriste à directeur juridique, mécaniquement, ça va le faire évoluer de statut. Et ça va aussi avoir une conséquence sur son réseau. C'est-à-dire qu'un directeur juridique, un DRH, un DG, on ne va pas attendre les mêmes choses qu'une personne en dessous. Sur le fond, je suis d'accord, mais on parlait aussi de la forme que ça prenait. Et on peut très bien le manifester de manière discrète, mais le manifester. Et en faire un super article, un super post LinkedIn avec des couleurs de partout. Enfin, je pense que la forme compte aussi. Oui, la forme. Parce que c'est de la communication. Oui, la forme compte. Et du coup, David, vous êtes donc dans la Marine nationale et c'est vrai que c'est un environnement qui est un petit peu stéréotypé, je prends des gros guillemets, masculin. Comment vous mettez en valeur des profils féminins de la marine? Déjà, est-ce qu'il y a des profils féminins dans la marine? Est-ce que vous avez des proportions? Et comment vous les mettez en valeur peut-être pour recruter davantage de femmes? Je ne sais pas. Alors, déjà, on parle de l'état des lieux. Il y a un peu plus de 15% de femmes dans la marine. Et le plan stratégique de la Marine nationale, qui s'appelle Mercator Accéléré, vise à augmenter de 50% ce vivier de femmes entre 2019 et 2030. Donc on prend une dizaine d'années pour augmenter, passer de à peu près 5000 femmes à 7500. Donc pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la Marine nationale elle est à l'image de la France et des Français, et que c'est comme le recrutement, il se passe dans les franges littorales, au bord de la mer, mais il se passe aussi à 40% à l'intérieur des terres. Et le rôle de mon service, c'est justement faire en sorte que la marine de demain, celle que nous recrutons aujourd'hui, elle soit à l'image des Français, parce que c'est la marine de tous les Français. Ça, c'est une première chose. Après, pour atteindre cet objectif qui est ambitieux, eh bien, c'est à nous, recruteurs, d'être visibles auprès des femmes. Et pour ça, on met en place tout un tas d'opérations et on a des outils pour cela. On travaille en partenariat avec l'association Elle Bouge, par exemple, que l'on invite lorsqu'on fait des forums des métiers, de manière à ce que des femmes marins puissent expliquer leur métier. Dans mes équipes de recruteurs, à 85% sur les centre d'information et de recrutement de la marine, il y a des femmes. Et l'objectif, il est simple, c'est que lorsqu'on est sur des forums, eh bien, quand il y a une jeune femme, eh bien, naturellement, il est plus simple pour une visiteuse d'aller vers cette jeune femme et de lui poser ses questions. Voilà, il y a le même phénomène avec les jeunes, entre un vieux recruteur et un jeune recruteur. Le jeune recruteur, il a beaucoup plus de chances. Voilà. Donc c'est à nous, en fait, d'être visible des femmes pour leur dire que, tous les métiers de la marine sont accessibles aux femmes, 100%, il n'y a pas d'exception. Après, c'est une question je dirais, comme pour les hommes, de compétences et de se battre pour y arriver et décrocher ces emplois. Il y a des emplois qui sont très exigeants et très, très difficiles à obtenir, mais c'est tout à fait ouvert. Et nous, en tout cas, on a une politique qui encourage très clairement à recruter des femmes. Mais il n'y a pas de mise en avant particulière, plus pour les hommes ou pour les femmes. Nous, on veut recruter les meilleurs talents pour la marine, de manière à ce qu'on garde cet esprit combatif, puisque la vocation de la marine est quand même de faire la guerre, il ne faut pas l'oublier. Et on a un marketing d'emploi qui est autour du métier. En revanche, on le dit bien dans nos centres de recrutement, que c'est pour construire une marine et en tout cas l'entretenir. Et cette marine, elle est au service, comme je le disais tout à l'heure, des Français, de la protection des intérêts des Français. Très bien, très clair.
Toujours sur cette petite thématique de parité. C'est vrai que moi, quand je vais sur LinkedIn, c'est très personnel ce que je vais dire, mais j'ai parfois l'impression que beaucoup de femmes, quand elles communiquent sur les réseaux, elles mettent, pas systématiquement, mais souvent en avant qu'elles sont des femmes. C'est-à-dire que moi, je suis une femme qui a élevé des enfants et qui fait ci, ça en même temps, etc. Voilà, et du coup, moi, je me demande, est-ce que la communication personnelle des femmes se limite-t-elle au combat féministe ou est-ce qu'il y a d'autres communications qui existent ou J'aime bien la provoque. Je vous laisse répondre. Voilà. Moi, je trouve pas du tout, mais on ne doit pas voir les mêmes posts de LinkedIn parce que non, moi, enfin, il y en a, hein, ça c'est certain. Il y en a forcément dans le flow parce qu'il y en a quand même énormément. En tout cas, moi, ça me revient de plus en plus. Mais, je ne dis pas ça en critiquant, en disant c'est bien, c'est mal. Je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent souvent en avant le fait qu'elles sont des femmes. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Après, si c'est au service d'un message ou d'un projet, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut être un message, un objectif, une cible particulière. Si c'est au service de ce message-là, pourquoi pas? Moi, je sais que c'est pas mon cas, c'est pas le cas de Marie non plus, je pense. Enfin, et heureusement que c'est pas le cas. Enfin, moi, je vois énormément de posts LinkedIn de femmes qui sont vraiment axés sur soit sur leur projet professionnel, soit sur un message particulier, mais pas nécessairement parce qu'elles sont femmes. Enfin, moi, j'ai pas vu cette tendance-là. Après, si c'est parler du féminisme juste pour parler du féminisme, bon, effectivement, c'est pas très constructif. Si c'est pour un message particulier, un projet particulier, oui, pourquoi pas. Là, c'est le chasseur de tête qui va parler. Moi, quand je vois ce genre de poste, je les regarde pas parce que j'ai pas le droit de m'attacher à ces critères-là dans la partie professionnelle. Pour nous, c'est discriminant. Quand quelqu'un dit je suis maman, machin, etc., ou homme-femme, hein, peu importe, c'est quelque chose que pour moi, j'ai un écran, je me dis non, en fait, ok, c'est sa vie perso, ça ne me regarde pas, ça ne regardera pas mes clients, ça ne nous impacte pas. Mais c'est pas facile d'ailleurs de faire écran, parce que quand tu les vois, tu les vois. C'est ça, et alors il y a une côté un peu hypocrite en disant non, mais je ne regarde pas, parce que dans l'absolu, si tu me le mets, je le vois. Ouais. En tous les cas, sur la communication, et là, je rejoins totalement Delphine, quand il y a des journalistes qui m'appellent, et notamment quand j'ai créé la boîte, j'avais un petit garçon qui avait 6 mois et un autre qui avait 1 an et demi, créé sur fonds propres, à un moment où c'était pas forcément évident. Quand les journalistes m'ont contacté, m'ont dit vous créez une boîte, vous êtes maman, waouh, ouais, en fait, quel est d'accord. Et quand ils commencent à échanger là-dessus, je leur disais en fait stop, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que je suis ultra compétente pour mes clients et mon job, c'est recruter les juristes et les RH. Et c'est ça que je leur disais. Et les journalistes qui je m'en fiche en fait. C'est pas le message que je veux faire passer. Et donc, c'est aussi un choix. La personne, si elle veut communiquer là-dessus, peut-être que pour elle, ça a un sens. En tous les cas, moi, ma recommandation en tant que chasseur de tête, c'est posez-vous l'objectif et si c'est vraiment parler de votre vie perso, bon, pourquoi pas. Est-ce que LinkedIn est l'endroit pour? Moi, je ne suis pas forcément favorable, sauf si ça a un sens. Par exemple, moi, je parle de ma passion pour le cheval. Bon, très bien, ça a un sens. Par exemple, cet été, je fais un concours au profit d'une association qui lutte contre les discriminations pour les personnes en situation de handicap pour les juristes, droit comme H. Bonjour Stéphane. Bon, forcément, je communique sur LinkedIn parce que je me dis c'est un lien, cette levée de fonds a un lien avec mon métier puisque c'est la lutte contre la discrimination. Donc c'est là où je peux le rattacher. Mais en tous les cas, à titre personnel et dans mon entourage, et Delphine en a un exemple aussi, je ne vois pas l'intérêt de dire bonjour, il est 8h, j'ai fait le biberon ou j'ai fait... Ça n'apporte, en tout cas, moi, ça n'apporte rien, quoi. Non, je comprends. Ça peut être même un peu contre-productif, honnêtement. Ça va pas dans le sens de l'histoire, de toute manière. Bah oui. Enfin, c'est intégré. Pour moi, c'est intégré en fait. Ou alors le canal est mal choisi, peut-être. Pour moi, c'est même pas une question. Je peux concilier les deux et ça ne regarde pas mes clients. Après, on est des humains et ça fait partie de notre vie. Mais pour, en tout cas, mon niveau, ça m'apporte pas une plus-value de savoir que la personne fait de la gym le week-end, quoi. Sauf si c'est un sens un peu particulier. D'où aussi le choix du canal. Ouais. Important. Le cheval, c'est trop génial. Ouais. Et dernière question, parce qu'on m'a fait comprendre qu'il est temps de rendre l'antenne. J'ai donc question du public.
J'ai annoncé la conférence sur les réseaux sociaux. J'ai une question de Léa, qui est porte-parole d'une association féministe, qui c'est le collectif Némésis, qui se demande comment une femme peut-elle maîtriser du mieux possible son storytelling sur les réseaux afin d'éviter notamment le harcèlement. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des femmes qui reçoivent des messages un peu lourdingues, en tout cas des qu'elles se mettent en avant, ou des réflexions sur leur physique, etc. On a 1 minute. Elle supprime. Ouais. Moi, je pense Ou qu'on ne pas répondre. On supprime. On ne perd pas 2 minutes à répondre à des gens personnellement, quelqu'un qui... Oui. Soit on supprime, soit on ne répond pas. Mais c'est vrai que ça n'apporte rien et en fait il ne faut pas donner du grain à moudre. Donc il ne faut pas relancer à mon avis le débat et se lancer là-dedans. C'est pas la bonne stratégie à mon avis. Mais pas de pièces dans le jukebox qui risque d'alimenter l'excitation de la personne. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était très riche, très constructif. Voilà, aussi on remercie les équipes techniques qui étaient là. Merci le Cercle Montesquieu pour ce partenariat. Merci toute l'équipe des Assises de la Parité. Merci la Marine nationale et à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette table ronde vous a plu, vous a intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos invités sur leurs réseaux sociaux. Sur LinkedIn. Donc voilà, Delphine Bordier, Marie Ambrook, commandant David Sanson. Moi, c'était Arthur Sauzet. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.